Serge. Bonjour. Alors, on se retrouve ici dans une drôle de tenue. Tous les deux, là, en plein milieu des champs. On est dans le Sancerrois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette tenue-là, en plein milieu de ce champ? Eh ben, on va essayer de découvrir une caverne et voir ce qui s'y trouve à l'intérieur, puisque ce sont des milieux tellement particuliers et invisibles pour la plupart du temps que ils peuvent nous amener des choses incroyables à découvrir. Mais toi, Serge, en fait, tu as une spécialité, hein, et c'est aussi pour ça qu'on est là ce matin. Quelle est cette spécialité, justement? C'est un peu particulier, oui. C'est la recherche et la découverte de ces animaux qui vivent dans les cavernes encore aujourd'hui. Parce qu'on s'imagine toujours l'ours, des cavernes, des animaux fantastiques et des choses comme ça, des dragons même quelquefois, ça existe aussi, et les chauves-souris. Mais ici, il existe une particularité dans les grottes, c'est que beaucoup de ces animaux sont prisonniers, comme on va dire, depuis des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Et ils ont une particularité qui fait qu'ils ne vivent pas du tout à la lumière. Ils sont pas du tout sensibles au changement de température, puisque dans les cavernes, ça bouge pas beaucoup. Même depuis des centaines de milliers d'années, dans certaines cavernes, on est toujours à 12 degrés. Ça bouge pas. C'est hyper stable. Il fait noir, c'est hyper stable. Ouais. Et ces animaux qui ont été prisonniers comme ça depuis le soulèvement des plaques... les réchauffements, les différentes glaciations et autres, sont retrouvés prisonniers dans des espaces assez grands quelquefois. Et ils se sont enfouis tout doucement, petit à petit, dans ces cavernes. Ils se sont retrouvés très protégés, puisqu'il n'y a pas de prédateurs qui vont venir les manger, ou ils ne sortent pas. Donc c'est une vie extrêmement particulière qui fait que ces animaux sont tout à fait différents de leurs cousins de surface. D'accord. Bon, Serge, j'espère qu'on va découvrir tous ces on va essayer, que tu vas me les présenter. On va voir tout ce petit monde. Ok, moi je te suis. On commence à descendre. Ça, ce sont des grottes naturelles ou qui ont été creusées Celle-ci a été creusée, oui. C'est une carrière artificielle qui a permis d'extraire de la pierre pour construire les maisons du pays. Hein. Et puis, à l'occasion, on peut tomber aussi sur des cavités souterraines existantes par hasard. Cette zone-là, c'est une des zones stables qui fait que beaucoup d'animaux vont venir hiberner là, comme les chauves-souris qu'on voit là-bas. On voit les premières chauves-souris qui sont suspendues. Alors, elles seront suspendues là parce qu'elles ne vont pas se suspendre à l'entrée, parce que la variation de température est trop grande. Alors que là, il n'y a quasiment pas de variation. Après, on peut voir ici, il y a une araignée là-haut, cachée là. Ah oui. Et on a des insectes qui commencent à venir se perdre à l'intérieur. Là, beaucoup ne vont jamais rien trouver, puisque ce sont des animaux qui viennent de l'extérieur et qui se perdent à l'intérieur, ce qu'on appelle les trogloxènes. C'est des animaux qui sont pas faits du tout pour vivre même dans une grotte, donc ils vont se perdre à l'intérieur, vont servir de nourriture finalement à d'autres animaux. Hein. Ici, il y a une araignée qui s'est installée là. Et c'est étonnant parce que une fois, j'étais en train de faire des photos de ces araignées-là et j'ai vu que je la dérangeais. Et c'est ce que j'avais jamais entendu de ma vie. Je l'ai entendu gémir, crier, un petit cri strident. Et je me suis dit, mais ça vient pas de ça, c'est une chauve-souris à côté. Et finalement, non, c'était cette espèce d'araignée qu'on appelle la Méta-Ménardie qui faisait ce petit crissement. Mais comment, avec ses mandibules? Je sais pas. C'est fin avec hélicère. J'étais étonné, c'est la première fois de ma vie que... Pourtant, j'en ai photographié beaucoup de ces animaux. Et celle-là, je devais vraiment, je pense, la déranger parce que c'était dans une grotte de la Drôme. Et c'était étonnant. Bon, là, on va explorer peut-être une partie un petit peu plus profonde. Tu prends ton temps, on n'est pas au pied. C'est un roller. Tu regardes bien où c'est que tu vas, tu regardes bien où c'est que tu mets les pieds, tu regardes bien où c'est que tu mets les mains. C'est bon, je suis en bas. Ok. Wow. Alors ici, c'est difficile de trouver des araignées. Par contre, on a des escargots. Un là, et un posé là-dessus, là, tu vois, à la ferraille, là. Où ça? Ici, là. Ah oui, d'accord, ok. Eux, ils sont strictement cavernicoles. Alors, ceux-ci, ils sont pas véritablement cavernicoles. On les appelle les troglophiles. Ceux qui aiment la grotte. Parce qu'ils trouvent un taux d'humidité suffisant. Par contre, ils ne trouvent pas la nourriture que leur
leurs cousins de surface, vont se nourrir. C'est plutôt vers le carnivore, quoi. Mais on trouve la vie partout, même à 1000 mètres de profondeur, quoi, dans n'importe quelle cavité. C'est ça qui est formidable, quoi. Dès qu'elle trouve un petit peu la moindre opportunité, voilà. la vie se développe. Oui, elle est partout. Au plus profond des grottes, on peut trouver encore des zones humides où il y a des petits lacs, des petits réseaux d'eau. Et c'est dans ces réseaux d'eau-là, très très profonds, qu'on va trouver les véritables animaux des cavernes. Ceux qui sont là depuis que le changement de la Terre s'est fait sur eux. Et là, on va trouver des crevettes. En France, quel est le plus gros animal qu'on va pouvoir trouver? Le plus gros animal cavernicole, c'est ces petites crevettes-là, justement. Oui, c'est ce qu'on appelle les troglocaris qu'on va trouver dans le Gard. Eh ben, elles ont des adaptations extrêmement fortes. Sur certaines, la trace de l'œil, elle y est toujours, mais l'œil a disparu totalement. Et à la place de l'œil, il s'est greffé le rein. C'est fou, ça. En haut de la tête. Là, 2 yeux, 2 reins. Et le pipi et l'urine sort par le haut de la tête. Parce qu'ils n'ont pas besoin des yeux. Donc ils se sont servis de cette perte de l'organe pour mettre autre chose à la place. Et ça a été découvert justement par un spéléo dans les années 1880. Et il était descendu dans l'eau, comme ça, pour explorer la grotte. Et puis il est descendu torse nu. Et puis, il sentait des piqûres partout, des petites piqûres partout. Et en réalité, quand il est sorti de l'eau, il a vu qu'il y avait des dizaines de crevettes qui s'étaient collées à lui et qui lui grignotaient la chair. La nourriture est tellement rare dans les grottes que la moindre qui arrive, que ce soit un humain ou autre chose, on va les sauter dessus. Dévorés par des crevettes. Donc, ce sont des choses comme ça qui permettent aussi de découvrir ce monde-là, quoi, qui est vraiment extrêmement particulier. Ouais, ce qui est fou en fait, ce que tu disais, Serge, c'est que finalement la vie, elle trouve toujours son chemin, même dans les endroits les plus reculés, les plus inaccessibles, les plus improbables. Oui. Et puis en fait, moi, ce que je retiens aussi ici, c'est que c'est aussi une invitation à changer aussi son regard, parce qu'en fait, elle est partout, mais elle est microscopique, elle est toute petite. C'est là où il faut la chercher, il faut être attentif, il faut regarder dans les détails. Et puis finalement, chaque grotte en soi est un monde. Et qu'il y a peut-être encore d'autres formes de vie qu'on va découvrir possible dans les prochaines années. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Serge, de m'avoir fait découvrir ce monde-là. Pour moi, c'est une première, en tout cas, de descendre équipé comme ça en spéléo pour découvrir ce monde-là. Mais j'aimerais bien qu'un jour, effectivement, on ait l'occasion de découvrir ces autres formes de vie, peut-être plus aquatiques. Oui, celles-là sont très intéressantes, oui. En tout cas, le rendez-vous est pris alors à ce moment-là, Serge. Pas de souci. Là où il y aura de l'eau, il y a la vie. Effectivement. Allez, nous on sort, on va regagner la surface.